Chers amis, bonjour. Juste avant de partir à la mer en vélo, je vous informe que le tout dernier épisode du podcast Chercheurs de valeur est sorti. Avec Xavier, on a lu ce livre et on en discute. Où va notre argent? Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent, le scandale français. C'est assez éloquent. En voici quelques extraits. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, dans ce début de bouquin? Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui se dégage, parce que le fait, c'est que les impôts ne cessent d'augmenter. Ça, c'est vraiment, c'est marqué, c'est noté, c'est dans le marbre. Macron, qui est censé être un libéral, sous Macron, même s'il dit oui, je baisse, je sais pas quoi, d'un point l'impôt sur les entreprises, etc. Le fait est que au global, les impôts en France augmentent. Donc on a quelque chose qui est assez intéressant. Et je pense que on comprend mieux pourquoi le système fiscal est aussi complexe. Parce que ça permet aux politiques de capitaliser sur les deux plans. Ça leur permet de capitaliser en faisant rentrer toujours plus d'argent dans les caisses de l'État, mais en même temps, ils vont dire, regardez, j'ai baissé ça, j'ai baissé ça, j'ai baissé ça. Et en fait, toutes les fois qu'il y a quelque chose qui est baissé, il y a une nouvelle niche, un nouveau truc qui est créé, etc., qui rend le système de plus en plus complexe, et ce qui permet de faire un peu de propagande électorale en disant oui, telle petite sous-catégorie d'impôts a baissé, etc., grâce à moi, j'ai rendu du pouvoir d'achat aux Français. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant de regarder les chiffres à l'échelle globale, c'est que non, les impôts augmentent depuis 1945. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, et donc la complexité du système sert ça. Ça permet à tous les politiques de créer des baisses d'impôts. Ça rend le système de plus en plus complexe, donc de plus en plus cher, et c'est quelque chose qui permet d'expliquer, je pense, qu'on perd sur les deux tableaux, qu'on a un service public qui marche de moins en moins bien parce qu'il est extrêmement complexe. Et puis on paye toujours plus d'impôts, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir remettre ça en perspective. L'autre chose en fait qui fait partie de ces choses qui s'étaient sédimentées dans mon esprit à cause du discours public ambiant, c'était cette idée que l'État faisait des cadeaux aux entreprises. Tu vois, moi j'en étais persuadé. Moi on me dit ça, je les crois. On me dit ouais, mais tu dis t'es libéral, mais regarde tous les cadeaux que l'État fait aux entreprises. Dans ce cas-là, on devrait arrêter les cadeaux aux entreprises. Ça veut dire quoi, cadeaux aux entreprises? Ça veut dire de temps en temps l'État te pique un petit peu moins ici ou là, mais ça change rien au fait que les plus gros contributeurs au budget de l'État, c'est les entreprises. Donc net de subventions, net de tout ce qu'on veut, on se retrouve avec les grosses entreprises, elles payent 31% d'impôts. Donc ça me paraît, c'était intéressant, je trouvais d'avoir de mettre des faits derrière finalement ce qui est de la propagande, en fait, ce qui est du discours d'opinion. Oui, on n'arrête pas de faire des cadeaux aux entreprises, on n'arrête pas de faire des cadeaux aux ménages les plus aisés. Quand tu es indépendant et que tu vends tes services, comme toi ou moi, tu vends peu importe ce que c'est, une formation ou autre, déjà, c'est pas 100 parce que quand ton client, il paye 120 parce que tu as de la TVA, donc toi, tu vas toucher 100, blabla, le salarié paye 47, après le salarié, il redépense, donc ça repart en TVA. Et effectivement, sur l'aspect purement impôt, donc impôt sur les sociétés, c'est vrai que c'est faible et c'est un impôt qui baisse. C'est un impôt qui baisse plus que les autres impôts. Il y a eu des vraies baisses d'impôts sur la partie impôt sur les sociétés, mais les sociétés, elles raclent à tous les niveaux, en fait, comme les ménages. Tu peux pas juste baisser la TVA et dire il y a moins d'impôts et puis augmenter l'impôt sur le revenu, etc. Et c'est le problème, c'est que c'est tellement complexe, comme tu le disais tout à l'heure, que tout le monde arrive à trafiquer les chiffres, tout le monde fait dire quoi que ce soit aux chiffres, et tu peux dire qu'une entreprise, c'est vrai que les entreprises ont des taux des taux souvent inférieurs, mais globalement, plus il y a de business et plus il y a d'argent qui rentre dans les poches de l'État, plus il y a création de valeur d'une manière générale, et plus il y a une taxe sur la valeur ajoutée, plus il y a des cotisations, etc. Donc, de toute façon, c'est une évidence que même si je suis pas un fan des milliardaires, hein, tu le sais, je suis beaucoup moins... je suis fan des entrepreneurs plus que des milliardaires, mais c'est eux qui font tourner le pays et c'est eux qui cotisent en grande partie. Je me souviens plus ce que j'avais dit dans la vidéo, mais pour moi, c'est évident que si on avait moins d'entreprises, on serait tous... on n'aurait pas les routes et l'armée et les écoles qu'on a aujourd'hui. Mmh.
Il y a une autre chose dont laquelle j'étais pas à ce point conscient, c'est que c'est cette idée plus tu payes, moins tu as. Et ça en fait c'est fou que donc plus tu payes d'impôts, moins tu as de choses en face parce qu'on va te faire payer plus cher la crèche, plus cher la cantine, plus cher l'inscription au club de sport, plus cher, etc. Et je trouve que c'est fou en fait qu'on ait accepté ça. Et la seule raison pour laquelle on peut accepter quelque chose comme ça, c'est qu'il y a une rengaine vraiment dans le fond de notre culture, quelque chose d'anti-riche, parce que pour accepter qu'il y a à ce point un manque d'équité au niveau de l'impôt, c'est quelque chose de fou. Donc, on n'a pas les bénéfices de ce qu'on met sur la table, et donc c'est justifié au nom de la solidarité. Moi, je pense pas que ça puisse marcher là. Si on fait un peu de politique, je pense que ce sentiment de travailler pour d'autres personnes que pour toi, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, ça peut pas marcher, parce qu'après, t'as toujours une espèce de suspicion sur les gens qui t'entourent au sein de la société, et on peut pas construire une société saine autour de ça. Donc, c'est un peu cette idée, tu sais, t'as cette solidarité par l'impôt qui est enfin, c'est très désincarné, en fait, comme lien de solidarité. C'est une solidarité froide. Parce que pour moi, la première solidarité, c'est d'avoir les moyens, je sais pas moi, de t'occuper de tes parents, de t'occuper de tes enfants, de t'occuper de tes amis. Et plus on te laisse d'argent, plus cette vraie solidarité, qui est pour moi quand même le cœur de la société, quoi, la famille et les amis, plus tu peux l'exercer. Donc ouais, je sais qu'on nous justifie toutes ces privations quand on commence à gagner de l'argent au nom de la solidarité, mais je sais pas, je réserverai solidarité pour des choses qui sont plus humaines. Moi, le problème sur la solidarité, c'est le manque de transparence. Tu peux pas demander aux gens de payer aveuglément sans savoir où va l'argent. Et même si tu fais de la solidarité privée, c'est-à-dire tu donnes à quelqu'un, enfin par exemple une organisation caritative. Moi, quand je donne à une organisation caritative, je regarde évidemment ce qu'ils en font. Je regarde évidemment combien ils payent en dépenses administratives, marketing, etc. Et tu vois l'hôpital où tu disais le nombre de personnes qui sont dans l'administratif qui est complètement dément. Pour moi, ce serait pareil pour une organisation caritative. Donc, et c'est là, à nouveau, pour moi, où tu as le comment. Même quelqu'un qui donne de manière totalement volontaire, par solidarité, pour aider des personnes, tu peux pas avoir le manque de transparence qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est choquant, et ce que j'ai appris dans le livre, c'est que la transparence, en fait, elle diminue. C'est qu'avant, on avait des classements des hôpitaux, par exemple, et c'était Le Point apparemment qui avait accès aux données, qui chaque année faisait établissait ce classement-là. Depuis, on l'a plus, et on a l'impression d'être en Chine, en fait. En Chine, où le chômage des jeunes récemment explosait, donc la Chine a décidé de plus donner un taux de chômage par âge. Et là, c'est pareil, on a le système de santé qui se délite, et on coupe la mesure. En fait, on casse le thermomètre en disant, non, maintenant, vous n'avez plus accès au classement des hôpitaux. Donc, pour moi, pour rétablir plus de solidarité, il faut évidemment plus de transparence. Les gens vont toujours renacler à payer, mais ne serait-ce que 1 euro, s'ils ont l'impression que ça va dans la poche dans une mauvaise poche. Et il parle après, ça m'a bien fait rire, des cantines, notamment dans les cantines scolaires parisiennes. Donc, dans le 18e arrondissement, le tarif d'un repas commence à 13 centimes d'euros si ton quotient familial est de 200 euros, jusqu'à 7 euros si le quotient familial est supérieur à 5 000 euros. Donc déjà, je veux dire, de 13 centimes à 7 euros, c'est complètement hallucinant. Et ce qui m'a choqué, que je ne savais pas, c'est à Lyon, ils expliquent qu'ils facturent encore plus cher, 7,30 euros le repas, un repas dont le prix de revient est de 3 euros par enfant, et normalement, ils n'ont pas le droit de facturer plus cher que le prix de revient du repas, ce qui paraît logique, mais en fait, ils, entre guillemets, magouillent en disant, oui, mais on fait des activités ludiques dans le temps entre midi et 2 qui coûtent 4,30 euros, donc plus cher que le repas, donc on peut monter jusqu'à 7,30 euros pour facturer les clients, les clients, le lapsus, les parents les plus aisés. Et là, tu te dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas derrière une volonté et une magouille, le mot est peut-être un peu fort, mais
on tord le système, on tord la règle, parce qu'il y a des gens qui se disent, les foyers les plus aisés, je ne veux pas leur faire payer 3 euros le repas, je veux leur faire payer 7,30 €, quoi. Ça c'est vrai que c'est difficilement compréhensible. Si ça coûte 3 euros, ça coûte 3 euros. Et non, tu vas le payer 7 balles. Et donc c'est là que tu as envie que les choses soient privées. Parce que au bout d'un moment, quand c'est le prix du marché, si on veut te vendre 7 balles, quelque chose qui coûte 3 balles, tu l'achètes pas et puis c'est tout. Donc c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, mais plus ça va, plus je considère que la privatisation, c'est rendre du pouvoir aux citoyens. Mais en fait, ce qui est bien, et c'est ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que ça te donne différents points de vigilance. Ça te permet de voir tous les endroits où tu peux te faire arnaquer. Et vu qu'il y a des chiffres derrière, le chantage à la solidarité, ça marche beaucoup moins. Parce que tu sais en fait comment ça fonctionne derrière. On peut nous enfumer régulièrement en disant regarde le méchant c'est l'immigré, regarde le méchant c'est le riche, regarde dans telle direction. On agite perpétuellement le chiffon rouge et le résultat c'est que on a un parlement qui est composé de gens qui sont juste là pour exciter les foules, mais qui sont pas là pour faire ce qui devrait quand même être important, à savoir contrôler les comptes de l'État. Nous expliquer au fur et à mesure où va l'argent. Donc il faudrait plus de gens qui aient le nez dans les tableaux Excel et qui regardent dans le détail des choses, plutôt que ces grands discours, ces grands discours, ce blabla habituel. Donc on a un vrai problème culturel à ce niveau-là. Est-ce que tu n'aurais pas tiqué par hasard sur le nombre de jours non travaillés dans certaines villes, parce que là ça n'est tellement de la blague que j'ai dû relire à 3 fois la ligne avant de comprendre. Ouais. Je crois que c'est en 2020. Donc tu peux potentiellement mettre un petit peu de Covid là-dedans, et encore. Le nombre de jours non travaillés, en plus des congés et en plus des RTT, donc c'est vraiment de l'absentéisme pur, atteint dans certaines villes 69 jours par an. Je ne sais pas si on réalise. Donc ça fait plus de 3 mois, en plus des congés et des RTT. Donc plus de 3 mois par an. Pour les agents de la ville de Marseille, on est à 41 jours à Nice. Mais dans n'importe quel... Et c'est une moyenne. C'est une moyenne. Donc ça veut dire que si tu en as un qui vient bosser ces 3 mois-là, ça veut dire que tu en as un autre, il a pris 6 mois parce qu'il s'est fait mal au petit orteil, tu vois, c'est pas possible. C'est là où on voit c'est sans contrôle. C'est un truc il y a personne à la tête. Et en fait, c'est là où ce qui me fait peur, c'est que c'est forcément gangréné. C'est-à-dire que tu as l'agent qui va faire les fleurs de la mairie, ou peu importe celui, le cantonnier, etc. Mais ça veut dire que le chef de ces gens-là, ils sont OK, le chef du chef est d'accord, etc. Tu peux rien faire pour accepter une moyenne de 69 jours d'absentéisme à la ville de Marseille en moyenne. Tu te dis, mais c'est foutu. C'est foutu, c'est organisé. Tu vas avoir une grève, tu veux contrôler un petit peu ça, tu vas avoir une grève derrière, grève des poubelles, tu sais comment c'est. À Marseille, ça marche très fort, comme partout. Je sais pas comment on peut réformer ça. C'est un côté un peu flippant de lire ce genre de truc, je trouve. Ça, c'est une des explications de justement où va l'argent. C'est que quand tu regardes les chiffres, tu vois qu'il y a assez de budget pour l'éducation nationale. On est très bien classé, c'est un budget qui augmente régulièrement. Il y a assez de budget pour la santé, on est assez bien classé, ça augmente régulièrement. Et l'absentéisme est un vrai problème. Et l'absentéisme est lié au fait, je pense notamment à cause d'une espèce d'inflation administrative et réglementaire. Tu as plein de gens qui font des boulots extrêmement pénibles, qui finissent déprimés et en arrêt maladie. Parce qu'ils comprennent bien que leur boulot a absolument aucun sens. Mais on a l'impression qu'on peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a mis une dépense publique sur la table, tu peux pas la raboter. Tu peux pas la raboter parce qu'après, tu commences à avoir tous les fameux, disons, cercles de solidarité, cordons de solidarité qui vont de la NUPES jusqu'au syndicat, qui vont commencer à ajouter tout le monde et à dire non mais le problème c'est les riches, le problème c'est les méchants riches. Donc c'est très difficile de sortir de ça. Et je sais pas s'il faut y aller étape par étape, faire un travail d'information, faire un travail d'explication pour que les gens comprennent qu'il faut être un peu plus responsable de l'argent public, ou si alors il faut mettre des énormes gros coups de rabot dans tout ça et commencer à se dire voilà, ça suffit, on se fixe un objectif clair de réduction de 10% de la fonction publique par an, et puis
et on voit ce qui reste après, quoi. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez le lien vers cet épisode sous cette vidéo, donc l'épisode complet, une discussion qui a duré un petit peu plus d'1 heure, et je vous rappelle également que vous feriez bien de commencer à investir pour sauver un petit peu de votre argent, pour protéger un petit peu de votre argent, en le mettant dans des entreprises qui font des bénéfices et qui les partagent avec vous. Il faut soutenir le secteur privé face à un secteur public toujours plus carnivore. C'est vraiment pour ça que je vous dis que l'investissement, c'est de la liberté en barre, parce que je sais que malgré toute cette pression fiscale, je parviens à faire travailler un petit peu de mon argent, je parviens à en protéger une partie en le mettant dans des actifs. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon partenaire, vers la liberté financière, le lien vers mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.